Alors que les projecteurs braquaient leur succès, en coulisses, des fissures commençaient à se former. Après avoir passé 7 années fructueuses à jouer et à tourner ensemble, Agnetha Fältskog et Björn Ulvaeus, autrefois le couple doré de la pop suédoise, ont annoncé leur divorce en 1979. Une révélation qui a stupéfié les fans du monde entier et a marqué un tournant dans la dynamique du groupe. À peine un an plus tard, l'autre moitié d'ABBA, Benny Andersson et Annie Fridlingstad, ont également mis fin à leur mariage, ajoutant encore plus de tension aux relations internes du groupe. Même si les 4 membres ont admirablement réussi à maintenir un front professionnel et ont continué à travailler ensemble pendant un certain temps, le bilan émotionnel de ces bouleversements personnels s'est avéré trop lourd. L'alchimie qui définissait autrefois leur performance commença à s'estomper et, en décembre 1982, après avoir sorti 8 albums studio et accumulé près de 20 singles numéro 1, ABBA se dissout officiellement. Alors, que s'est-il réellement passé pour provoquer la dissolution de l'un des groupes musicaux les plus appréciés au monde? Après des décennies de spéculation, Agnetha Fältskog s'est récemment ouverte, offrant son point de vue sur ce qui s'est passé à huis clos au cours de ces dernières années. Son récit jette un nouvel éclairage sur la complexité émotionnelle qui a accompagné leur succès public. Pourquoi ABBA était-il si populaire? Lorsqu'un groupe atteint les sommets de succès stupéfiants qu'a atteint ABBA, les chiffres exacts deviennent presque sans importance, brouillés par l'ampleur de leur impact. Seuls les Beatles ont vendu plus de disques. Et même là, la comparaison est plus serrée qu'on pourrait le penser. La domination commerciale d'ABBA était si répandue qu'elle défiait les frontières traditionnelles de l'industrie. Au cours des 4 dernières décennies, on estime que le quatuor suédois a vendu plus de 308 millions d'albums et de singles dans le monde, un chiffre qui continue de grimper. Leur percée a eu lieu en 1974, lorsqu'ils ont remporté le concours Eurovision de la chanson avec Waterloo, une performance vibrante et inoubliable qui leur a non seulement valu une renommée internationale, mais qui a également redéfini ce que le concours pouvait signifier pour les artistes mondiaux en herbe. Au sommet de sa renommée, à la fin des années 1970, ABBA aurait été le 2e derrière Volvo en termes de contribution aux exportations suédoises, un témoignage de la puissance et de l'influence de leur marque. La demande pour leur musique était si grande, en particulier derrière le rideau de fer, que leur direction a négocié des redevances avec l'Union soviétique sous forme de produits pétroliers en raison de l'embargo sur les devises occidentales. Un arrangement très inhabituel qui souligne l'attrait mondial du groupe. Ce niveau de popularité, en particulier pour un groupe non anglophone, était presque inconnu et reste pratiquement inégalé à ce jour. Alors que l'industrie musicale continue de s'adapter à l'ère numérique, une époque définie par le streaming et une attention fragmentée, il est de plus en plus improbable qu'un futur artiste reproduise le type de domination commerciale d'ABBA. Et pourtant, grâce à leur héritage durable et au succès mondial de Mamma Mia, Jukebox Musical, qui a été vu par plus de 54 millions de personnes dans le monde, leur musique continue de toucher de nouvelles générations d'auditeurs. À ce rythme, il est tout à fait possible qu'ABBA dépasse un jour les 500 millions de disques vendus. Mais au-delà de ces statistiques époustouflantes, se cache quelque chose d'encore plus fascinant. La nature de l'attrait d'ABBA. Leur musique est en quelque sorte une anomalie. Un son universel qui se... La culture et l'origine. Leur capacité à capturer la joie et la tristesse des gens ordinaires, des jeunes qui n'ont jamais nécessairement voulu échapper à leur vie de banlieue, mais qui ressentaient néanmoins des sentiments profonds, est ce qui donne à la musique d'ABBA sa résonance intemporelle. Ce sentiment de précision émotionnelle, enveloppé dans des mélodies chatoyantes, est ce qui continue d'émouvoir les auditeurs aujourd'hui. Selon Carl Magnus Palm, auteur d'ABBA, Bright Lights, Dark Shadows, l'essence du son d'ABBA réside dans leur identité suédoise distincte. Une influence majeure a été la musique folklorique suédoise et un genre connu sous le nom de Schlager, un style de musique pop sentimentale et mélodiquement simple, populaire en Europe centrale. Bien que souvent rejeté par la critique comme étant peu cool ou kitsch, Schlager était extrêmement populaire pendant les années de formation d'ABBA et est devenu un élément fondamental de leur ADN musical. ABBA a grandi en aimant le Schlager, explique Palm, et ils l'ont mélangé avec d'autres éléments qu'ils adoraient, comme les harmonies des Beach Boys et le génie mélodique des Beatles. Ce mélange d'influences, à la fois locale et internationale,
a donné naissance à un son à la fois nostalgique et frais. Un son qui a trouvé un écho auprès de millions de personnes. En fin de compte, la plus grande magie d'ABBA était peut-être sa capacité à traduire des émotions profondément humaines en chefs-d'œuvre pop raffinés. Ils n'ont pas seulement fait de la musique, ils ont créé des souvenirs, et ces souvenirs ont résisté à l'épreuve du temps. Et il y a aussi une touche mélancolique nordique même dans les chansons les plus joyeuses d'ABBA. Même dans Mamma Mia, il y a une couche supplémentaire de tristesse que l'on n'entendrait pas dans un disque contemporain de, disons, la confrérie des hommes. Il y a une profondeur dans ABBA qui fait allusion à une profonde tristesse. Cette tristesse n'a pas été imaginée ou fabriquée. Les 4 membres d'ABBA ont vécu des chagrins privés en grandissant dans la Suède d'après-guerre, de la pauvreté familiale à la froideur parentale et à la timidité débilitante. Benny Andersson et Enifred Frida Lyngstad sont devenus parents célibataires avant d'atteindre la vingtaine. Chacun a dû prendre la décision de laisser ses enfants derrière lui pour se lancer dans la musique. Au fur et à mesure que le succès d'ABBA grandissait, Benny épousa Frida et l'imberbe Björn Ulvaeus, épousa la blonde Agneta Falskog, seulement pour que les 2 couples divorcent vers la fin du groupe. Ces ruptures conjugales ont imprégné les derniers albums d'ABBA, Super Trooper et The Visitors, d'un pathos et d'une résignation très adulte. Qualités qui ont rejeté les accusations critiques selon lesquelles le groupe ne faisait que de la pop insipide pour le bon temps. Mais le malheur d'Enifred était d'un autre ordre. Le parcours de Frida est si douloureux qu'on ne le croirait pas s'il s'agissait d'une œuvre de fiction. Dit Palm, né hors mariage en 1945, fille d'un soldat allemand d'occupation et d'une jeune fille norvégienne, Cindy Lyngstad, Frida a grandi sans père et a été ostracisée comme l'une des Tiskerbarnas, ou enfants allemands, rejetés. Elle et sa mère ont déménagé en Suède pour un nouveau départ, mais Cindy est décédée subitement d'une infection rénale. Élevée dans des conditions aisées par sa grand-mère travailleuse mais distante, Frida a naturellement développé une vision morose de la vie. Une fille renfermée et simple, avec une voix incroyable et de beaux vêtements faits à la main, qui a désespérément besoin d'une figure paternelle. C'est presque trop. Même pour une chanson d'ABBA, un malheur à peine croyable a suivi Frida, même après la fin d'ABBA. Elle a épousé le prince suisse Heinrich Rousseau-Roos de Plauen en 1992 pour devenir une véritable princesse. Mais le prince est mort d'un lymphome peu de temps après que la fille aînée de Frida, Lise Lott, a été tuée dans un accident de voiture. Lorsque le groupe a finalement connu un grand succès, l'une de ses forces était qu'il n'était pas un nouveau venu arrivant avec les premières chansons qu'il avait écrites. Tous les 4 avaient plus d'une décennie d'expérience dans l'écriture de chansons, l'enregistrement et des tournées épuisantes, des centaines de dates par an, parfois 3 spectacles par jour, à travers les impitoyables parcs folkloriques municipaux de Suède. Björn avait été un membre clé des Hootenanny Singers, le pire nom qu'un groupe ait jamais eu. Il a dit un jour « C'est tellement moche, peut être battu seulement par ABBA ». Et Benny a joué avec le groupe de rock suédois The Hepstars. Agneta avait déjà une carrière de chanteuse inégale. Schlager et Frida chantaient du blues et du jazz. Bien qu'ils aient formé ABBA alors que leur fortune individuelle était au plus bas, le groupe était en fait une sorte de supergroupe. Ils ont eu de la chance d'avoir retiré la plupart de leurs très mauvaises chansons de leur système avant de former ABBA, explique Carl Magnus Palm. Ils étaient alors des artistes chevronnés. Quand on les voit à l'Eurovision en 1974, on sent qu'ils ne sont pas nouveaux sur scène. Ils sont confiants, ils savent ce qu'ils font, et ils ont peut-être eu de la chance de n'être initialement populaires qu'en Suède et en Scandinavie pendant les premières années d'ABBA, en 1972 et 1973. Au moment de leur arrivée sur la scène internationale avec Waterloo, ils avaient une idée beaucoup plus claire de ce qu'ils voulaient être. Ce qu'ils voulaient être, c'était quelque chose de nouveau dans la pop. Les chansons conviviales de Schlager, alliées à une écriture de chansons méticuleuse et à un mur géant de production sonore tiré du producteur américain visionnaire Phil Spector, des Beach Boys et de la tradition pop anglophone. Le détail serait primordial. Et la clé du succès d'ABBA était l'ingénieur de studio Michael Tretto, qui a créé une forme de double piste qui dupliquait les instruments et donnait au groupe un son énorme. ABBA n'avait pas seulement de meilleures chansons. Elles ne ressemblaient à rien de ce que nous avions entendu auparavant. Lorsque vous écoutez le nom du jeu d'ABBA, il contient tellement de morceaux, bien plus que ce que vous remarquez au premier abord. Observe Neil Tennant, chanteur lauréat d'Ivor Novello avec Pet Shop Boys.
Ils sont tous incroyablement accrocheurs et émouvants à la fois. Ils évoquent doucement ce désir, cette qualité de Phil Spector qui est si merveilleuse. ABBA s'est dissous fin 1982, et même les fans les plus engagés acceptent désormais sûrement qu'ils ne travailleront plus jamais ensemble. L'acrimonie juridique des années qui ont suivi la séparation s'est estompée et, de l'avis de tous, les 4 anciens membres d'ABBA s'entendent bien désormais. Avec la comédie musicale Mamma Mia jouée dans le monde entier, permettant à la musique de tourner sans le groupe et En Marge, ressuscitant la comédie musicale sur scène, il semble peu nécessaire de se réunir, et peu de choses à prouver non plus. ABBA n'a pas seulement écrit de superbes chansons, ils ont également réalisé d'excellents disques, et c'était leur secret, explique Palm. Ils les ont conçus comme des productions et des arrangements, des visions d'une musique pop parfaite. Pourquoi y a-t-il si peu de reprises à succès des chansons d'ABBA? Parce qu'ils sont tellement difficiles à habiter. Pour ressembler à ABBA, dit-il, il faut être ABBA. C'est précisément pourquoi le monde a été indigné lors de leur rupture. Mais pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi ABBA a rompu? Agnetha Falskog révèle sa version de l'histoire. Pour la plupart des fans d'ABBA, The Winner Takes It All est la chanson de rupture parfaite. Ce que certains ne savent pas, c'est que l'authenticité découle de la situation réelle du groupe. Dans ABBA, Against the Odds, un documentaire sur le groupe suédois diffusé le samedi 11 mai sur CW, les téléspectateurs sont ramenés en 1980 pour la réalisation de l'un de leurs plus grands succès et réalisent à quel point il a été difficile pour le groupe de l'interpréter. Une chose que nous avons apprise, c'est que tout commence par une chanson, explique Björn Ulvaeus, 79 ans, dans le documentaire. Je pense que la bonne musique est créée à partir de l'expérience humaine et d'émotions profondes. Écrire des paroles est quelque chose entre un poème et une mélodie. Cela évoquait non seulement une ambiance, mais aussi des images, parfois en moi. Ulvaeus a présenté les paroles de The Winner Takes It All un jour en studio, et le groupe s'y est immédiatement connecté. À l'époque, Ulvaeus avait récemment divorcé d'Agnetha Falskog, avec qui il avait eu sa fille Linda Ellen, aujourd'hui âgée de 51 ans, et son fils Peter Christian, aujourd'hui âgé de 47 ans, après 7 ans de mariage. Je suis une personne très sensible, et j'ai vraiment essayé de mettre mon expérience de vie et mes sentiments dans cette chanson. Falskog, dit 74. Ulvaeus ajoute, il est difficile de divorcer, car tout le monde sait qu'il l'a fait. Bien sûr, cela occupait mes pensées. Mais il n'y a pas eu un seul gagnant dans notre cas. The Winner Takes It All figurait sur leur album à succès Super Trooper en 1980. La même année où ils sortent l'album, le mariage d'Annie Fried Lyngstad et de Benny Andersson commence à s'effondrer et ils décident de se séparer. Ce n'était pas seulement la musique, c'était aussi de l'amour. C'était une vie vécue ensemble. D'une manière ou d'une autre, nous tous les 4, Lyngstad, 78 ans, dit, comme Andersson, 77 ans, l'ajoute, c'était puissant. Un de nos meilleurs, je pense. Bien que le groupe ait réussi à rester professionnel au milieu de leurs problèmes relationnels, il est soudainement devenu trop difficile d'interpréter la chanson. On sentait que la chanson était soudainement devenue un peu lourde. Ce n'était plus si amusant d'enregistrer. Il y avait quelque chose dans l'atmosphère, un peu tragique. Dit Falskog, Ulvaeus ajoute. Nous avons eu une histoire et une période de création explosive. Puis cela s'est arrêté. Le groupe se sépare en 1980, Falskog admettant qu'il était trop difficile de maintenir le groupe. En 2022, le groupe a fait une rare apparition sur le tapis rouge ensemble pour la première de leur série de concerts virtuels, qui soutenait l'album studio du groupe, Voyage, leur première sortie en 40 ans. ABBA Against the Odds, réalisé par James Rogan, explore le voyage d'amour, de lutte, de gloire et de chansons épiques qu'est ABBA. Mais que s'est-il passé exactement? ABBA a refusé beaucoup d'argent, $1 milliard pour être précis, pour se réunir, mais a refusé de le faire pendant près de 4 décennies, jusqu'à aujourd'hui. Les icônes suédoises ont vendu quelques 385 millions de disques dans le monde, ce qui en fait l'un des plus grands artistes de la musique universelle, prêt à se produire à nouveau ensemble sous le nom d'Avatars, avec une série de concerts numériques dans une arène spécialement conçue à Stratford en mai 2022. Le groupe vient de sortir son premier album en 40 ans. Voyage devrait être la dernière aventure du groupe ensemble, parallèlement aux concerts numériques. S'adressant au Guardian, Benny Andersson a déclaré « Ça y est, ça doit être le cas. Tu sais, alors que les fans sont ravis du retour du groupe en ce qui concerne Voyage, notre critique a déclaré
Ce ne sont pas les chansons que les gens réclameront lorsque ces concerts commenceront. Mais avec autant de succès, pourquoi ABBA s'est-il séparé en premier lieu? ABBA était composé de 2 couples. Agneta Fältskog était mariée à Björn Ulvaeus et Benny Andersson à Anni-Frid Lyngstad. Au sommet de la renommée d'ABBA, les 2 couples ont divorcé, l'un en 1980 et l'autre un an plus tard. Le groupe s'est séparé en 1982. Agneta admettant qu'elle avait eu du mal à faire partie du groupe après sa rupture. Agneta est tombée amoureuse de Björn à 19 ans après l'avoir rencontré dans un café. Ils se sont mariés en 1971 et ABBA a remporté l'Eurovision en 1974. Elle a déclaré au Standard qu'elle avait été émotionnellement mutilée par la rupture avec Björn, qui était le père de ses 2 enfants. Moins d'1 semaine après leur divorce, Björn avait une nouvelle petite amie et Agneta bénéficiait de conseils. Le tube d'ABBA, The Winner Takes It All, a été écrit pendant cette période et Agneta a déclaré qu'elle avait du mal à trouver la force émotionnelle de chanter « Tell me does she kiss, comme I used to kiss you ». Parlant franchement des origines profondément personnelles de l'une des ballades les plus emblématiques d'ABBA, The Winner Takes It All, Agneta Fältskog a révélé dans une interview en 2013 que la chanson avait un poids émotionnel pas comme les autres. Björn l'a écrit sur nous après la rupture de notre mariage, a-t-elle déclaré, réfléchissant aux paroles d'une honnêteté envoûtante. Le fait qu'il l'ait écrit exactement au moment où nous avons divorcé est vraiment touchant. Cela ne me dérangeait pas. Loin d'être une simple performance, la chanson a offert à Agneta une rare opportunité de canaliser ses émotions brutes dans la musique. C'était fantastique de faire cette chanson parce que je pouvais exprimer un tel sentiment, a-t-elle expliqué. Cela ne me dérangeait pas de le partager avec le public. Cela ne me semblait pas mal. Ce qui a rendu la chanson particulièrement puissante, c'est qu'elle ne parlait pas seulement d'elle et de Björn. Elle faisait également écho au bilan émotionnel ressenti par Benny et Frida, alors que leur relation commençait à se détériorer. Il y a tellement de choses dans cette chanson, a-t-elle déclaré. C'était un mélange de ce que j'ai ressenti et de ce que Björn a ressenti, mais aussi de ce que Benny et Frida ont vécu. Malgré leur professionnalisme et leur engagement envers le groupe, la tension émotionnelle devenait de plus en plus apparente. De retour de tournée, ABBA retourne en studio en 1982, mais l'ambiance a changé. Les 2 couples étant désormais divorcés, la camaraderie et la joie qui définissaient autrefois leur collaboration s'étaient estompées. Ce qui était autrefois un joyeux effort créatif était devenu un environnement difficile et émotionnellement complexe, et ils ont réalisé qu'être ABBA n'était tout simplement plus amusant. Dans son autobiographie As I Am de 1997, Agneta a proposé une vision plus honnête de son divorce avec Björn, en éliminant le récit public. Nous avons toujours dit aux médias que c'était un divorce heureux, ce qui bien sûr n'était qu'une façade, a-t-elle écrit. Évidemment, nous savons tous qu'il n'existe pas de divorce heureux, surtout lorsqu'il y a des enfants. La fin de leur mariage n'a pas été la séparation ordonnée et amicale, souvent décrite dans les entretiens, elle a été douloureuse et rendue encore plus compliquée par la nécessité de continuer à travailler ensemble aux yeux du public. Malgré leur séparation, la popularité du groupe n'a jamais faibli. En 2000, au plus fort d'une nouvelle vague d'ABBA-mania, un consortium d'entreprises américano-britanniques a offert au groupe la somme stupéfiante d'$1 milliard pour se réunir pour 100 concerts. L'offre était d'une ampleur presque inimaginable, mais ABBA l'a refusé. S'adressant au tabloïd suédois Aftonbladet à l'époque, Benny expliquait « C'est une sacrée somme d'argent à dire non, mais nous avons décidé que ce n'était pas pour nous. » Agneta a ajouté dans une interview séparée avec Radio Times « Nous avons dit non parce qu'ils voulaient 250 émissions ou quelque chose du genre. C'était incroyable. Aucune chance. » Pourtant, la musique d'ABBA a perduré. Leur album de compilation de 1992, ABBA Gold, est depuis devenu l'un des albums les plus vendus de tous les temps, passant plus de 400 semaines sur le UK Albums Chart et présentant leurs chansons intemporelles aux nouvelles générations. Avance rapide jusqu'aux années plus récentes et l'histoire prend une autre tournure. Dans une interview sincère avec Zane Lowe, Björn Ulvaeus, aujourd'hui âgé de 70 ans, a évoqué la joie inattendue de renouer avec ses anciens camarades du groupe. J'ai regardé autour de moi et j'ai regardé dans les yeux d'Agneta et de Frida, et il y avait le même genre de sentiment. La chaleur, l'amitié, les liens entre nous. A-t-il déclaré. Vous réalisez soudain que personne sur Terre n'a connu ce genre de relation que nous avons, parce qu'en y réfléchissant, c'est vrai.
Personne d'autre ne l'a fait. Malheureusement, les gens meurent, et ils ne restent pas en bons termes toute leur vie. Mais nous l'avons fait, et j'en suis incroyablement heureux. Malgré leurs chemins séparés, ABBA insiste sur le fait qu'ils n'ont jamais officiellement rompu. Björn a expliqué, « Nous avons arrêté pour des raisons créatives. Nous sentions que l'énergie s'épuisait en studio. Nous n'avions plus autant de plaisir à faire de la musique. C'est pourquoi nous avons dit, faisons une pause. Et nous n'avons jamais dit, ça y est, nous avons fini, nous ne nous réunirons plus jamais. Nous n'avons jamais dit cela. Nous avons juste dit que nous ferions une pause. Et maintenant cette pause est terminée. » Il sourit. « J'ai l'air étrange. Je sais. La décision du groupe de s'éloigner des tournées live ne signifie pas qu'il a complètement disparu. Au lieu de cela, ABBA a adopté une approche high-tech de son héritage avec le lancement d'ABBA Voyage, une expérience de concert numérique de pointe à Londres qui présente des avatars numériques, ou avatars, se produisant aux côtés d'un groupe live. Il s'agissait d'une décision audacieuse et innovante qui a permis aux fans de profiter pleinement du spectacle d'ABBA sans la contrainte physique d'une tournée pour les membres du groupe eux-mêmes. Mais les fans espèrent toujours quelque chose de plus. En 2024, ABBA a célébré le 50e anniversaire de sa victoire décisive à l'Eurovision, un moment charnière dans l'histoire de la musique pop. L'événement s'est déroulé à juste titre en Suède, le pays même où tout a commencé. Alors que l'excitation montait, les spéculations sur de potentielles retrouvailles ont repris lorsqu'Agneta, tout en faisant la promotion de son dernier single solo, a laissé tomber ce que beaucoup ont interprété comme une allusion alléchante. Dans une interview avec The Sun, elle a taquiné. Il pourrait y en avoir d'autres à venir. Nous verrons. Avec une histoire aussi riche, un lien profond entre ses membres et des millions de fans chantant toujours à chaque mot, il n'est pas surprenant que les rumeurs d'une véritable réunion d'ABBA continuent de tourbillonner. Que cela se matérialise ou non, une chose reste claire. L'histoire d'ABBA est loin d'être terminée.